Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de DataOps. DataOps, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et pour me présenter rapidement, donc, je suis Mathieu Rousseau, je suis le CEO de Modeo. Et Modeo, on accompagne nos clients, principalement des grands groupes dans l'hôtellerie, dans l'industrie, sur leurs problématiques DataOps et de data engineering. Donc, sujet plutôt d'actualité. Tout à fait. Et moi, je suis donc Samir Amelal, comme le disait Philippe tout à l'heure. Je travaille pour Auchan, je suis Chief Data Officer et Chief Information Officer d'Auchan. Et comme le disait Philippe également tout à l'heure, on travaille sur des sujets DataOps. Alors, en amont justement de tout ce qu'on vient d'entendre sur l'IA, etc., il y a la nécessité d'être au niveau du point de vue du traitement de cette donnée, de l'industrialisation de cette donnée. Et donc, on fait du data ops, du data engineering, et c'est de ça qu'on souhaite vous parler aujourd'hui. Tu veux la télécommande? Tiens, je te laisse prendre la main sur la télécommande. Est-ce qu'on se Ouais, représente? du coup, c'est pas la peine. Alors, petite définition un peu théorique. Pour bien comprendre ce que c'est que le DataOps, c'est important de comprendre ce que fait une équipe data. Donc l'objectif d'une équipe data, ça va être de construire des produits data qui vont être mis dans les mains d'équipes métiers pour prendre des meilleures décisions. Donc dans une équipe data, on a plusieurs métiers. On a le data engineer qui va être en charge de centraliser de la donnée, la collecter, la stocker, faire en sorte qu'elle soit disponible au sein de l'équipe auprès des autres métiers qui sont le data analyst qui prend de la donnée brute pour la rendre utilisable par le métier, et puis le data scientist qui va prendre également des données, mais plutôt pour construire des modèles prédictifs, de l'analyse statistique qui va être utilisée dans ces produits data. Donc sur ces différents métiers, on va au quotidien réaliser les mêmes tâches, hyper importantes, mais qui prennent du temps et qu'on va reconstruire régulièrement, donc ce qui est sujet à une grosse perte de temps. Et donc tout l'enjeu du DataOps, ça va être de proposer des outils qui vont être réutilisés par l'ensemble de ces métiers pour produire plus vite et mieux. Donc concrètement, au sein d'une équipe data, ce que va faire le DataOps, ce qu'on appelle d'ailleurs, peut-être que ça vous parlera, l'équipe Data Platform, Centre d'Excellence, équipe DataOps. Donc ils vont être sollicités sur la conception de la stack, quels outils choisir, quelles règles de gouvernance mettre en place. Donc demain, j'ai des contraintes de sécurité, de RGPD, et mes data engineers, mes data analysts doivent intégrer dans leur job ces tests-là qui font que la donnée est bien anonymisée. C'est l'équipe DataOps qui va mettre en place tous ces éléments-là. Si j'ai problématique RSE, FinOps, c'est aussi l'équipe DataOps. Et puis surtout, elle va construire un socle technique qui va être réutilisé par l'ensemble des utilisateurs métiers pour mieux utiliser la donnée, avoir une meilleure adoption de la donnée et puis maximiser le ROI de mes projets data. Donc un petit exemple technique de ce que peut faire un DataOps, ça peut être de construire un environnement projet qui va être utilisé par les data analysts. Donc un exemple Snowflake DBT. Demain, je veux lancer un nouveau projet d'analyse des stocks. Je set up mon projet. Comment je fais pour qu'en 1 à 2 heures, j'ai tout qui soit en place versus 3-4 semaines parce que j'ai plusieurs équipes qui interviennent, c'est des process qui ne sont pas clairs. Et dernièrement, sur le DataOps, pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est l'équipe DataOps qui va faire en sorte que la donnée soit de bonne qualité en bout de chaîne. Donc forcément, c'est essentiel. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les équipes sont de plus en plus sollicitées pour plein de raisons, parce qu'elles doivent assurer le run, parce que les sources sont de plus en plus complexes et que ça nécessite de les monitorer, de faire en sorte que tout fonctionne. Et puis on a également toutes les demandes métiers à traiter. Et puis à l'ère de la moderne data stack, on a énormément de briques avec différents métiers. Donc chacun est responsable d'une petite brique, mais à partir du moment où il faut faire travailler tout le monde ensemble, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout l'intérêt du DataOps, c'est de construire cette brique-là qui va être utilisée pour garantir des données de meilleure qualité plus rapidement. Donc je pense qu'on peut enchaîner sur la présentation de cas d'usage au champ. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, en fait, le DataOps, c'est un sujet extrêmement important, en tout cas pour moi. Pour une raison simple, c'est que la data est une étape de sa maturité qui fait que le DataOps devient nécessaire. Alors, le DataOps, comme le disait Mathieu, c'est comme le disait Philippe également, c'est quelque chose qui est inspiré finalement du DevOps. Le DevOps, c'est la capacité qu'a une équipe en IT notamment d'industrialiser
ces mises en production, d'être capable d'être beaucoup plus, alors j'aime pas le terme agilité, mais en tout cas beaucoup plus adaptable aux besoins du marché, avoir un meilleur time to market, etc. Et donc de faire par exemple du CI/CD, d'intégration continue, etc. Et pour ça, il faut pouvoir reposer sur des plateformes qui sont capables de suivre ça. Et donc la data, à travers un certain nombre d'outils, a évolué. Aujourd'hui, on n'en est plus à l'ère d'époque. Je me rappelle au début des années 2000, quand la première fois j'ai été CDO dans un autre groupe qu'Auchan, on parlait beaucoup de POC, de Proof of Concept. On était un petit peu dans une phase d'exploration, comment on pouvait extraire la valeur depuis ces données. Et il y avait plein de grands groupes historiques. Moi, j'étais chez Publicis à l'époque, qui étaient circonspects et qui se demandaient comment on pouvait extraire de la valeur. Est-ce qu'on pouvait vraiment extraire de la valeur depuis ces données et pourquoi, en fait, on avait des concurrents qui émergeaient, qui, eux, maîtrisaient justement ces données. Je vais te reprendre la télécommande. Et donc, il faut être en mesure de déployer ces plateformes. Et aujourd'hui, les outils nous permettent de le faire. On peut le faire avec des outils Microsoft, on peut le faire avec des outils Google, on peut le faire avec des outils Amazon, AWS. On est accompagné de startups comme celle que Mathieu dirige parce qu'on a de forts besoins de ressources humaines, de compétences humaines pour faire du MLOps, du DataOps, des data engineers qui vont extraire les données des systèmes d'information et qui vont les intégrer dans nos plateformes de données. Et donc, en fait, ça devient quelque chose qui n'est plus négociable, si je puis dire, ou qui n'est plus optionnel, et qui devient finalement un prérequis d'un dispositif data digne de ce nom. Et pour pouvoir, pour pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui le data mesh, alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est un nouveau paradigme qui se déploie très largement dans les entreprises, qui consiste à redonner finalement l'ownership, désolé pour cet anglicisme, la propriété de certaines données aux différentes directions dans une entreprise, direction marketing, direction logistique, etc. Il faut que cette donnée soit disponible et il faut ensuite être capable de faire de la gouvernance, mais pour pouvoir faire de la gouvernance, il faut pouvoir disposer d'une telle plateforme. Alors je vous montre juste une petite vidéo qui montre en fait les dispositifs qu'on a mis en place. C'est un portail en fait qu'on appelle Mesh, qui est finalement la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est chez Auchan, pour pouvoir accéder à la data, on a une plateforme. Alors, moi je l'appelle un peu le Netflix de la data, mais bon, c'est peut-être mon côté autosatisfait de ce qu'on a fait. Et cette plateforme, en fait, elle donne accès à la data à tous les collaborateurs selon un paradigme. C'est pour ça que je l'appelle Netflix d'ailleurs, c'est le moteur de recherche Netflix, parce que quand vous tapez Top Gun dans Netflix, vous avez finalement tous les films avec Tom Cruise, vous avez tous les films avec des avions. Là, c'est pareil, si je tape rotation des stocks, je vais avoir tous les rapports qui parlent de rotation des stocks, toutes les tables, toute la donnée finalement, tous les dispositifs, qui soient IA, data ou reporting, qui parlent finalement de rotation des stocks ou d'autres choses. Vous pouvez taper chiffre d'affaires, collaborateurs, enfin ce que vous voulez. S'il y a un rapport, s'il y a une donnée qui parle de ça, vous allez la trouver via ce moteur de recherche. Alors, il y a effectivement de l'IA derrière, etc. Voilà, là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, à travers cette plateforme, je donne aussi la possibilité aux collaborateurs de faire leur propre rapport. Donc, ils vont être capables de produire un rapport via un outil Google, en fait, LookerML. Et grâce à LookML, en fait, on va être capable, sans avoir de compétences trop avancées en SQL, en développement, de créer son propre rapport. Et une fois que j'aurai créé ce rapport, je vais pouvoir le soumettre à publication dans Mesh. S'il est conforme, et ça c'est la gouvernance, s'il est conforme à ce qu'on attend d'un rapport, c'est-à-dire un rapport doit avoir une définition, enfin en tout cas chaque KPI doit avoir une définition, on doit utiliser la bonne donnée, etc. On doit avoir un certain look and feel, donc on a tout un cahier des charges. Si c'est respecté, nous on va publier ce rapport dans cette plateforme Mesh, et ensuite ce rapport va pouvoir être accessible d'autres collaborateurs. Alors cette plateforme, alors je vous montre une autre vidéo rapidement pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas que des rapports, il y a aussi le data catalogue qui est accessible à partir finalement de ce dispositif. Et encore une fois, pour reboucler avec le DataOps,
et le data engineering, etc. Tout ça, en fait, ça repose sur des plateformes qu'il faut maintenir. Et pour pouvoir maintenir ces plateformes, il faut effectivement être capable de déployer des dispositifs non seulement techniques, donc je ne vous montre pas la stack technique, vous pourrez la voir sur le stand, sur le stand avec Mathieu tout à l'heure et quelqu'un de mes équipes qui pourra, qui va expliquer un petit peu cette stack technique qui repose essentiellement sur Google, mais pas uniquement. Hein. On a une grande partie de la stack qui est Google, mais on utilise aussi DBT pour les plus tech d'entre vous. On utilise une solution qui s'appelle Sifflet pour faire l'observabilité, etc. Et puis on recourt à des compétences comme celle de Modeo pour nous accompagner dans le déploiement ou venir renforcer nos propres équipes quand on en a besoin. Et donc on arrive à ce type de résultat et ça nous permet encore une fois de diffuser la donnée. Et encore une fois, diffuser cette donnée, ça doit reposer sur de solides compétences, de solides plateformes qui permettent de rendre cette donnée accessible de toute l'entreprise. Nickel. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite slide à la fin. Ah oui, une dernière slide, excusez-moi. Ouais. Tiens. Donc, petite question pour la fin qui est de comment savoir si mon organisation est concernée par le DataOps. Il y a quelques signes qui donnent des indices. Bon, déjà, il y a des organisations qui sont plus sujettes à ce genre de problématiques. Quand vous êtes sur une logique data mesh avec différents data domaines et que vous avez besoin de garantir des pratiques qui sont standardisées entre vos différents domaines. Je prends l'exemple d'un labo pharmaceutique qu'on a accompagné où on a plein de filiales, et ben, on veut avoir une équipe centrale qui va leur donner des outils pour faire les choses proprement. Les questions à se poser aussi, ça peut être est-ce que mes données sont de bonne qualité? Est-ce que j'ai le sentiment que mes équipes data passent du temps à faire des choses qui ont de la valeur ou qu'elles sont en permanence en train de répéter les mêmes tâches? Il y a plein d'autres possibilités. Est-ce que le cycle de vie de mes projets est suffisamment rapide? Donc entre le moment où j'ai une idée qui va émerger du cerveau de mes data engineers et le moment où mes équipes métiers les utilisent, combien de temps ça prend? On a vu des cas où ça prend plusieurs mois pour changer juste une colonne dans une table parce que c'est des organisations beaucoup trop complexes. Donc voilà. Et pour commencer, nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller se faire un petit audit, de regarder comment fonctionne sa data platform, s'il n'y a pas des process qui peuvent être automatisés. Nous, personnellement, Modeo, on se penche vachement sur la question des environnements de développement, donner les meilleurs outils aux data engineers, aux data analysts pour faire le travail efficacement. Donc ça peut passer par ce genre de choses. Voilà, et donc je rebondis sur ce que tu disais. On a Xavier sur le stand de Modeo qui va rentrer plus en détail dans la stack Auchan. Donc je vous invite à nous rejoindre et puis ça va être super intéressant. Tout à fait, effectivement, ce que va montrer Xavier, c'est la partie justement émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en fait toute la stack technique qui permet de rendre possible cette plateforme, cette couche d'exposition, cette plateforme, ce portail, voilà, c'est le terme que je cherchais, ce portail qui permet d'accéder à l'ensemble des données, donc le mesh que je viens de vous montrer. Encore une fois, en dessous, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs technologiques qui permettent de rendre ça possible. Et donc, Xavier va pouvoir vous montrer ça sur le stand de Modeo tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure c'est exactement. Ouais, juste après. Juste après, voilà, parfait. Et puis, effectivement, c'est une solution qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide aujourd'hui chez Auchan à avoir une vraie gouvernance de la donnée. Grâce à ce dispositif, on est capable finalement de savoir qui fait quoi, de connaître toutes les informations, toutes les données qu'on peut trouver dans l'entreprise, d'accéder aux bases de données. Vous avez vu, il y a le data catalogue. Alors tout le monde n'accède pas à tout, hein. On peut tout voir. Si je demande à accéder à un rapport, peut-être que j'ai les droits, les credentials pour y accéder. Peut-être que je n'ai pas les droits, et si je n'ai pas les droits, je peux les demander. Et donc on a une équipe d'admin ensuite qui va vous donner accès aux droits si la demande est légitime ou pas. Mais ça nous permet d'avoir cette gouvernance et de diffuser à la fois l'accès à la donnée et aussi l'accès à l'exploitation de la donnée directement par les collaborateurs, sans avoir encore une fois toujours des gens qui sont des experts du code ou ce genre de choses. Merci, on peut vous applaudir pour ce retour d'expérience. Et c'est donc l'heure des questions.
Alors, on va commencer par les plus rapides. Donc, monsieur ici. Ouais, on va vous prendre un micro. Et merci de vous présenter quand vous posez la question. Merci. Bonjour, Bertrand Ring, je suis responsable du SOC Data de la BRED Banque Populaire. Je voulais savoir si dans cette gouvernance, cette exposition, cette connaissance de la donnée, est-ce que vous arrivez à connaître et à exposer le coût de la donnée, c'est-à-dire le coût de stockage, le coût de génération de cette donnée à vos utilisateurs finaux, ou c'est encore quelque chose qui est compliqué à exposer ou à connaître? Si, on le fait de plus en plus via une démarche de FinOps qu'on est en train de déployer. Alors parfois c'est compliqué dans la mesure où on a des dispositifs qui sont très horizontaux, etc. Donc on a plusieurs utilisateurs et donc c'est plus compliqué d'être très précis dans le fait de préciser à un collaborateur qui son rapport ou son outil ou son IA coûte tant à l'entreprise et rapporte et qu'est-ce qu'elle rapporte comment dire, en contrepartie. Mais on déploie en fait toute une approche à la fois de FinOps, de ROI et parfois de ROO, retour sur objectif, parce qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de calculer un ROI. Donc on a développé ce KPI qui est le ROO, retour sur objectif, pour pouvoir effectivement mettre un peu de rationnel derrière les outils qu'on met entre les mains des collaborateurs. Merci. Il y avait une deuxième question voilà, sur la gauche, monsieur. Après, il y en aura une troisième un peu plus loin. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, également. oui, Sylvain Taquet, FIDIC. Vous avez parlé de data mesh et de DBT notamment. Est-ce que ça signifie que DBT est utilisé pas par une seule équipe, mais par plein d'équipes dans différents départements? Et comment est-ce que vous arrivez à harmoniser ça si c'est le cas? Non, c'est pas ça, c'est pas le cas effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute la partie reporting qui est très diffusée dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, via des outils de self-service, BI, etc. C'est notre façon de faire du mesh, c'est-à-dire qu'en fait, on a parfois dans quelques directions, au marketing ou à la logistique, de vrais experts capables de faire du SQL, de faire du Python et de développer des dispositifs, mais c'est relativement rare en fait. On a plein d'autres services où on n'a pas ces compétences-là. Donc diffuser la data, faire du mesh, c'est donner des outils de low-code, de no-code, voire bientôt via l'IA des outils qui seront utilisés en langage naturel et qui permettront aux collaborateurs de se saisir de l'asset, de l'actif data, sans forcément être des experts. Et ça, c'est la partie surtout BI ou IA. En revanche, la partie data engineering, là pour le coup, quand on parle de DBT, c'est le transform essentiellement, puisque le lineage, on le fait à travers d'autres outils. Le transform, c'est plutôt les data engineers qui le font. Je ne sais pas si tu as d'autres entreprises à prendre en exemple, mais en tout cas, chez Auchan, DBT, c'est un outil qui est propre à l'équipe data. Ouais, un exemple sur un gros client dans le luxe qui a plein de filiales. On a un socle, une façon de construire des projets DBT, et puis après, chacun va être honneur de son propre projet, mais en consommant de la donnée source dans DBT qui provient d'un projet central qui a un socle Data Vault. Donc finalement, il y a un peu un double ownership où on va donner plus de pouvoir à ces domaines, mais on veut quand même qu'ils restent dans un cadre qui est assez restreint. Et dernier truc, je crois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités de DBT qui permettent de gérer le multiprojet justement pour ce genre de cas d'usage. Voilà. Merci. Il y avait une autre question. Donc, monsieur. Bonjour, Luc-Olivier Guichard de Odo BHF. Je voulais savoir à quel moment et comment vous embarquiez les équipes ISM DPO dans la gouvernance autour de la data et quels étaient leur usage et leur implication dans votre outil Netflix pour pouvoir mieux donner de l'information à vos utilisateurs. Alors on les embarque, j'allais dire presque classiquement, par des dispositifs en fait de formation, aussi de désignation. Alors comme je suis membre du comité de direction d'Auchan France, j'ai la possibilité de demander à mes collègues d'embaucher en fait et de se saisir du sujet, donc d'embaucher les personnes qui vont faire de la data dans leur direction ou de désigner en fait des personnes qui feront la data, qui seront nos interlocuteurs dans leur direction. Et donc le fait d'être membre du comité de direction, ça aide un peu, j'avoue, et je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est important d'avoir un petit peu d'emprise sur les autres directions pour pouvoir l'impulser.
Et puis ensuite, on a des processus, comment dire, pour les embarquer, pour d'onboarding de ces équipes. On va les former, on va leur expliquer ce qu'on attend d'eux. On a aussi un cadre, un framework en fait, qu'on a rédigé qui nous permet de leur donner les contours finalement de leur action, ce qu'on attend d'eux aussi, parce souvent on constate dans les grandes entreprises quand tu as une direction data centralisée qu'on attend toute cette direction data, mais en fait cette direction data elle doit attendre aussi de la part du reste de l'entreprise un certain nombre de choses. Elle doit responsabiliser le reste de l'entreprise. La data, c'est pas le domaine réservé de la direction data, c'est le domaine de toute l'entreprise. Et donc, effectivement, j'allais dire classiquement, à travers effectivement de l'animation managériale, matricielle, si je puis dire. Merci. Nous avons le temps pour une dernière question. Eh bien, monsieur, devant. Bonjour, Rémi Kubaili, donc data ingénieur au sein du groupe Crédit Agricole. Vous avez parlé tout à l'heure de sécurité, d'aspect sécurité. Concrètement, comment le Data Ops a permis d'augmenter la sécurité au sein de votre architecture Data Mesh? Alors, je vais aborder le sujet, ensuite je te passe le micro parce que je pense que tu as beaucoup de choses à partager de ce point de vue. Nous, en fait, on s'inspire du DevOps. Je suis aussi DSI d'ailleurs, donc on fait du DevSecOps, d'ailleurs du DevSecFinOps, ça commence à faire beaucoup, mais on fait du FinOps, du DevOps et du SecOps. Donc, effectivement, on inclut by design à l'intérieur finalement de nos processus, à l'intérieur de nos pipelines de CI/CD, etc., une dimension sec qui est très importante. Et d'ailleurs, dans d'autres entreprises où je suis passé, il m'est arrivé, alors chez Auchan, c'est tellement important en termes de taille que ça m'arrive moins souvent, mais dans d'autres entreprises où je suis passé, il m'est arrivé de mettre le nez dans le code, si je puis dire, et de voir les credentials codés en dur dans le code Python. Bon, ça, c'est évidemment ni fait ni à faire. Mais finalement, dans nos dispositifs, on a cette démarche qu'on déploie. Après, il y a sans doute d'autres exemples. Je vais laisser Mathieu s'exprimer à ce sujet, mais c'est un sujet extrêmement important, évidemment. Je vais parler sous l'œil attentif d'Ismaël, CTO de Modeo, qui gère tous ces sujets-là. Mais globalement, nous, la sécurité, en fait, on va surtout tracer tout ce qui se passe en termes d'attribution de droits et d'accès aux données. Donc, c'est en fait créer des modules sur son data warehouse, sur ses outils de vise, qui permettent de versionner l'ajout de droits et de faire en sorte d'avoir des sortes de moulinettes qui disent bon bah là, tu as une anomalie, fais attention. Avoir un standard pour donner des droits, faire une demande qui va être versionnée via une pull request, ce genre de choses. Je rentre un peu plus dans la technique, mais voilà, versionner à fond, standard, et on trace tout parce que ça permet d'être safe. Et puis voilà, juste à droite, après, si tu veux plus de précision. Samir, Mathieu, merci beaucoup. On peut vous applaudir à nouveau.